Bonsoir, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Galli, journaliste, photographe et rédacteur en chef pour les médias associatifs produits par Agora Francophone International. Par ailleurs, Arnaud Galli est formateur en éducation aux médias et en photographie. Et durant sa carrière, il a également travaillé dans l'édition ainsi qu'en tant que correspondant pour la presse internationale. Arnaud Galli va nous parler depuis la France. Arnaud Galli, bonsoir. Bonsoir. Alors, où vous trouvez-vous exactement? Je suis dans la région de la Nouvelle-Aquitaine, à une centaine de kilomètres de Bordeaux, à l'intérieur des terres, dans le département de la Dordogne. Et je ne suis pas chez moi, le décor que vous voyez derrière moi n'est malheureusement pas le mien. Je suis dans la maison d'amis à côté de chez moi, entre Périgueux et Angoulême. Très bien. Racontez-nous un petit peu l'histoire d'Agora francophone international. C'est quoi Agora francophone international? Alors, Agora francophone internationale, c'est 30 ans d'histoire, quasiment. Nous allons fêter nos 30 ans l'année prochaine, on va dire. Si nous les fêtons, ce sera l'année prochaine. C'est une association qui est née à l'Université Laval à Québec, sur la sollicitation d'un secrétaire d'État à la francophonie qui Quand? était Il y a 30 ans donc. il y a 30 ans. Oui, oui. À peu près, allez, on va dire en 91, 92, c'est à peu près le moment, entre le moment de la sollicitation et le moment de la création, il y a forcément eu un petit creux. C'est pour ça qu'on hésite toujours sur la date de création. Mais c'est le secrétaire d'État français à la francophonie de l'époque, qui était l'historien Alain Decaux, qui, en voyage officiel à Québec, avait rencontré des enseignants de l'Université Laval, dont un couple d'enseignants français qui sont devenus nos présidents et toujours notre présidente d'honneur, et qui leur avait mis en tête comme ça de pourquoi pas créer un organe de presse qui serait vraiment consacré à la francophonie. Ils ont pris ça au pied de la lettre et ils ont rassemblé leur réseau d'universitaires au début, puis quelque temps après, deux journalistes pour essayer de monter un réseau international de contributeurs, de manière très générale, de contributeurs. Et on va dire qu'en 92 est née la revue annuelle Année francophone internationale, qui était à cette époque comme je ne sais pas si vous connaissez l'état du monde, enfin l'état des pays que sort le monde tous les ans. C'était un peu sous cette forme-là, c'est-à-dire que les pays dépendants de l'OIF, qui n'étaient pas l'OIF à ce moment-là, mais qui dépendaient des institutions francophones, nous faisions des contributions politiques, économiques, culturelles et évidemment sur l'aspect francophone de ces pays. Et Une ça, sorte de hors-série. oui, disons que c'était un annuel, ce que j'appellerais un peu trivialement un gros pavé annuel, écrit très petit. C'était du noir avec pas beaucoup d'illustrations. Et puis c'est parti de mémoire, comme ça a été tiré jusqu'à 10 000 exemplaires. Et ça partait dans le monde entier par avion, par bateau, par grosse enveloppe. Bon, c'était vraiment quelque chose de tellement novateur pour le milieu de la francophonie que finalement tous les réseaux universitaires avaient passé leur commande, quoi. Donc c'était vraiment une belle sollicitation qui avait été faite alors je n'ai pas cité leur nom encore, à Michel et Françoise Tétu, qui étaient donc des professeurs de littérature comparée, de littérature francophone, française, voilà, qui étaient en poste à Laval. Et puis quelques années après, un deuxième gros partenaire est venu s'ajouter à l'Université Laval, c'est l'École supérieure de journalisme de Lille, le SJ Lille, qui était déjà
coopération, en collaboration avec Laval pour la chaire communication, journalisme. À partir de quand? Je dirais 4 ou 5 ans après la création. C'est pareil, tout ça n'est pas précis parce que c'est lors d'un sommet, les gens se rencontrent, on discute, on met en place, et puis avec un petit peu de décalage, les choses se passent, mais c'est 4 ou 5 ans après, donc l'ESJ est venu s'impliquer. Et depuis, par principe, le président d'Agora francophone est le directeur général de l'ESJ Lille. À chaque changement de directeur général, donc depuis 25 ans, il y en a quelques-uns qui se sont succédés, c'est donc l'ESJ qui prend la présidence d'Agora francophone. Et pendant 25 ans, cette revue a inondé le monde francophone chaque année. C'était un rituel. Bon. Mais un rituel avec un travail de folie parce que la dernière édition classique, parce que je vais vous expliquer pourquoi, après il y a eu une autre édition, mais la dernière édition classique, je pense qu'elle était à plus de 500 pages. Hein. On faisait pas loin d'un kilo, enfin c'était donc ça devenait C'était un annuaire toujours? alors un annuel et un annuaire si on prenait les pays. Alors ils n'étaient pas classés par alphabétique, ils étaient classés par région. Mais finalement, ça ressemblait à un annuaire sur la vie politique, économique du pays en question. Et nous avions des correspondants en RDC, au Québec, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Cambodge, au Vietnam. Enfin, c'était tout à fait, je crois qu'on couvrait, à une erreur près, on couvrait absolument tout le champ francophone. Or, il a bien fallu à un moment se rendre à l'évidence, c'est que d'envoyer 1 kilo de papier à l'autre bout du monde régulièrement, souvent à titre gratuit, parce que c'est pas l'idée n'était pas de faire du commerce avec cette revue. Donc, bon, à un moment, c'est devenu très très compliqué. On a essayé de la dynamiser en lui amenant au fil du temps un peu plus de graphisme, un peu plus d'illustration, un peu plus de couleurs, la rendre un petit Vous peu avez plus diminué les pages un attractive. petit peu, je suppose, parce que 500 Euh, pages, oui, mais alors on a diminué les pages, on est passé à 300, mais on est devenu un plein format A4, alors qu'avant on était un peu plus petit, donc finalement ça changeait pas grand-chose. Il nous fallait autant de place quand même. Donc, et oui, et là, comme ça a tous ces été, pays, évidemment. bon, là, c'était infaisable. Enfin, ça Alors devenait vous, vous êtes rentré infaisable. quand dans cette aventure et comment? Alors, perso, je suis entré en 2014. En 2014. Alors, à titre personnel, privé, avec des amis graphistes, on s'occupait d'un site internet qui était déjà consacré à la francophonie. Et puis un jour, Agora francophone est venu nous voir en nous demandant si on voulait, au lieu qu'on soit deux sur le même terrain, bah, essayer de se regrouper, même si on n'était pas du tout dans le même univers, on s'adressait quand même aux mêmes gens, aux mêmes lecteurs. Donc, alors nous, évidemment, Vous n'êtes pas d'être du tout du même univers, il y avait d'un côté un univers plutôt institutionnel et vous, vous étiez d'un univers très journalistique. oui, Ah, et en même temps, nous étions d'un univers aussi totalement électron libre. C'est-à-dire que nous n'avions aucune structure en dehors de la nôtre, qui étions trois copains qui avaient voulu fabriquer quelque chose ensemble. Donc, semble-t-il, on travaillait pas trop mal, puisque le SJ Lille et l'association Agora n'ont pas hésité à venir nous chercher. Mais c'est vrai qu'on était dans deux structures tout à fait différentes. Moi, je travaillais avec des amis, avec des copains, j'avais de comptes à rendre à personne. Et Agora francophone était à de son partir de côté. l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Oui, voilà, toujours depuis la Dordogne, à 10 minutes à pied depuis là où je suis en ce moment. On faisait ça entre la Charente et la Dordogne. Et puis on se permettait ce que l'on pouvait. Et puis c'était tout, c'était notre seule ambition. Sauf qu'a priori, on se débrouillait pas trop mal avec nos tout petits moyens et notre tout petit réseau.
Et puis quand je dis passer dans un autre monde, c'est parce que arriver dans un monde où on commence à parler de SG Lille, d'Université Laval, d'AUF, d'associations, de conseils d'administration, enfin, tout d'un coup, c'est devenu tout à fait autre chose. Mais là, je sais que ça peut les gêner quand je dis ça, mais je dois remercier Agora francophone du fond du cœur parce qu'ils nous ont laissé une liberté d'action totale en disant de toute façon, nous, ça fait 25 ans qu'on agit, il est temps de laisser la main à des gens plus jeunes, à des gens qui ont des techniques différentes. Donc Et là, aujourd'hui, vous êtes le rédacteur en chef d'Agora francophone, c'est ça? tout à fait. Donc alors de la revue qui s'est arrêtée il y a maintenant 3 ans, Mhm. et aujourd'hui de la plateforme Internet qui porte le même nom, agorafrancophone.org, et qui là est un, est la continuité de la revue, mais avec quand même beaucoup de changements. C'est-à-dire que la possibilité de travailler grâce à Internet nous permet de faire une revue de presse. Avant, faire une revue de presse dans une revue annuelle, ça avait quand même assez peu de sens. Alors que là, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, on met en ligne des choses que l'on va C'est une chercher. actualisation continue, Ah oui, euh, continue, continue. hebdomadaire, presque quotidienne. On va dire que 3, 4 fois par semaine, on vient apporter notre petit changement sur la page de la revue de presse. Je suppose que vous êtes très actif sur les réseaux également pour faire connaître Oui, vos oui, actualisations. bien sûr, bien sûr. Et puis on envoie une infolettre. Bon, actuellement, on a à peu près 5000 destinataires, Mhm. des enseignants, des journalistes, des diplomates, beaucoup d'organisations, beaucoup du monde associatif. Bon, c'est très varié, mais c'est transversal comme la francophonie peut être transversale. Quand on nous demande quels sont les sujets que l'on peut aborder, moi j'ai toujours, même si Tous les parfois, sujets. ben oui, je peux passer peut-être parfois pour être un peu laxiste ou un peu trop hétéroclite, mais honnêtement, on peut parler de tout. La francophonie, c'est totalement. Est-ce que vous avez aussi le souci de sortir de cette image un petit peu trop institutionnelle qui a collé à la francophonie et qui, je ne sais pas, vous le direz Non, non, mais pas, mais c'est colle encore un petit peu à la francophonie. Vous, votre idée, c'est de précisément sortir de ça et parler de la francophonie précisément d'une façon non institutionnelle. tout à fait. C'est-à-dire que nous, on est plutôt, alors comme diraient beaucoup de gens du milieu associatif, on est le relais de la francophonie des peuples. Moi, les gens qui parlent français, ça suffit pour m'intéresser à eux. Enfin, c'est déjà le premier critère. Après, le côté institutionnel, c'est vrai qu'il est ambigu, mais en même temps, il est incontournable. L'Organisation internationale de la francophonie, de qui nous sommes totalement séparés institutionnellement. Enfin, c'est pas. Mais on est obligé, et le mot obligé n'est pas péjoratif, de les avoir comme partenaires. Il y a des grands programmes d'éducation, des grands programmes autour de la culture qui Oui, qui sont, demande un cadre institutionnel de toute voilà. façon. Donc, Et on est bien obligé là d'entrer dans le milieu institutionnel mm, parce que si on éliminait de notre champ d'action tous les festivals qui ont une subvention institutionnelle, si on éliminait tous les programmes d'éducation en Afrique subsaharienne qui est. ouais, ouais. Excusez-moi, je vous coupe. En fait, c'est dire que la francophonie, c'est un cadre institutionnel qui est nécessaire, mais c'est aussi pour vous raconter des histoires diverses. En fait, c'est surtout un vrai pluralisme. D'ailleurs, c'est ce dont se revendique la francophonie. Oui, et un pluralisme qui, pour nous, va jusqu'à la francophilie, c'est-à-dire que moi, j'aime autant m'intéresser à des personnes qui, dans un pays totalement non francophone ou même parfois appartenant, enfin, ayant un lien avec l'OIF,
mais un lien qui parfois est assez étonnant. Il y a quand même des pays où la francophonie n'est pas très, très évidente, même dans des pays qui sont adhérents à l'OIF, mais d'aller écouter un Coréen du Sud qui parle français comme vous et moi et qui consacre sa vie à la langue française. Et bah, pour nous, c'est aussi passionnant. Alors, il faut le prendre au deuxième degré, ce que je vais dire, mais c'est presque plus spectaculaire que d'entendre un Sénégalais parler français. Enfin, et Dieu sait qu'on s'intéresse au continent africain et aux pays qui sont très proches de la francophonie. Mais d'aller trouver actuellement, on est beaucoup en lien avec des Ukrainiens. Et moi, voir ce qui se passe, les événements, comme on peut dire, actuels à travers la voix de francophones d'Europe centrale et orientale. Vous étiez d'ailleurs, excusez-moi, je vous coupe, vous étiez d'ailleurs récemment en République de Moldavie. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait dans la région. C'était un programme qui a été créé par l'ambassade de France en Moldavie et puis par d'autres partenaires, le Conseil de l'Europe, des gens des institutions de ce type-là, qui ont demandé à Agora et évidemment à l'ESJ Lille de venir. Alors, j'ai toujours du mal avec le mot former, hein. Ça, pardon, j'ai un gros problème avec ce mot-là, mais c'est le mot qu'on emploie, de venir participer à une formation avec une dizaine de journalistes moldaves. Non pas pour dire nous ici on sait mieux faire et on va vous apprendre comment il faut faire, parce que ça c'est jamais le cadre dans lequel Agora et le SJ fonctionnent, mais pour dire il faut absolument que l'on crée des échanges, que l'on crée des accompagnements, et, et moi j'ai fait la première partie de la formation sur mon métier d'origine et sur je dirais, mon vrai métier qui est la photographie de presse, puisque historiquement parlant, c'est mon métier. Même si après j'ai beaucoup navigué dans les autres postes d'un média, mais la photo est vraiment ma base. Et on est parti du principe, et pas qu'en Moldavie évidemment, on est parti du principe que la photo était très très mal menée en ce moment, que la qualité dans la presse diminuait. Enfin, c'est évident, c'est évident. Et que dans les formations formelles au journalisme, le côté photographie passe un peu à la trappe. Et avec l'avènement du téléphone portable, plus beaucoup de professionnels, à part le vrai photographe attaché à une rédaction, plus personne n'a d'appareil photo dans les mains, tout le monde a un téléphone. Et moi, j'aime bien venir remettre un petit peu, dans mon sud-ouest français, on dit l'église au milieu du village, ou la mairie au milieu du village, selon qu'on est vraiment laïque ou pas trop laïque, en disant il faut absolument réinventer quelque chose autour de la photo, parce que non, ça n'est pas la même chose de faire une image avec son téléphone et puis d'avoir un sac plein d'optiques et de réfléchir à l'image. Donc moi, j'étais dans ce Je suis cadre-là. bien d'accord avec vous, Arnaud Galli. Alors, concernant l'éducation aux médias, hein, je disais en introduction que vous faites, vous êtes formateur, même si vous n'aimez pas ce terme-là, en éducation aux médias et notamment en photographie. Mais j'aimerais avoir votre opinion sur cette grande tendance de l'éducation aux médias. Cela vous, est-ce que cela vous semble un petit peu ironique, le fait de devoir éduquer aux médias? Avant, on ne se posait pas la question. Les médias, si la jeunesse pouvait lire les médias le plus possible, bon, c'était très bien. Et puis voilà. Et aujourd'hui, de par ce foisonnement d'opinions et au-delà des opinions, de fake news, etc., sur les réseaux, on en est venu à devoir former, entre guillemets, les jeunes à s'orienter sur les réseaux sociaux. Et quel est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que quelque part, oui, il y a un côté un petit peu ironique dans tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est ironique et bon, moi, je vais employer un autre mot, peut-être pas très adapté, mais moi, j'ai envie de dire c'est triste. C'est triste qu'on en soit réduit à cette éducation. Et en même temps, vous avez employé, Laurent, le mot de foisonnement, mais c'est de là que tout part. C'est qu'à un moment, le lecteur lambda, et rien de péjoratif dans ce mot-là, hein, à un moment, il est noyé. Il est noyé. Et la rapidité des réseaux sociaux, la rapidité de l'Internet fait que cette noyade, elle dure depuis des années. Que maintenant, alors là, je vais pas donner une information incroyable que personne connaît, hein, tout le monde le sait. Il y a des pays même des sociétés spécialisées dans la désinformation. Bon, ça, il y a 50 ans, quand on lisait le journal, un journal lambda ou que l'on écoutait une radio, euh, on pouvait avoir un problème avec l'opinion qui était donnée, on pouvait avoir un problème avec la personne interviewée, mais on était dans un cadre relativement rigoureux, enfin relativement, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait jamais de problème, mais c'était quand même relativement rigoureux. Aujourd'hui, avec ce foisonnement où finalement tout le monde peut donner son avis et peut faire un commentaire, et dans un certain sens, bah, tant mieux, on est certains pays sont en démocratie, d'autres un peu moins, mais bon, tant mieux. Sauf que ce tant mieux, il a un revers de médaille absolument fracassant, c'est qu'on ne sait plus du tout qui croire, comment croire, et que finalement, ce temps passé sur les réseaux sociaux, qui sont le prolongement de la presse, puisque qui lit un vrai journal papier, peu de monde, écoute un journal de 8 heures le matin sur une grande radio, qu'elle soit RFI ou une autre, de moins en moins de gens. Donc finalement, l'info, elle arrive par petits morceaux complètement éclatés, un coup sur Facebook, un coup sur Twitter, un coup sur... Et la rigueur, même si l'information est faite avec rigueur à l'origine, à un moment, elle se disperse, elle s'éclate. Et l'auditeur, le lecteur à l'autre bout, qui lui consacre dans sa journée, enfin, qui doit travailler, élever ses enfants, faire ses courses, et qui consacre aux infos quelques minutes par jour, est-ce que dans ces quelques minutes, il va aller chercher vraiment ce qu'il y a de plus sérieux, rigoureux, vérifié? Pas forcément. Et ça, c'est pas un jugement de valeur. Il suffit juste de regarder comment les réseaux sociaux fonctionnent, de voir les commentaires qu'il y a en bas de certains articles. Enfin, beaucoup de gens sont complètement perdus. Alors certains assument cette perdition et essayent d'y faire attention. Et malheureusement, d'autres, et peut-être plus les jeunes, parce que leurs préoccupations ne sont pas forcément là, d'autres ne se rendent pas compte, hein, qui sont soit menés en bateau, soit qu'ils s'auto-mènent en bateau parce qu'ils croient des choses complètement... euh, Et d'où l'intérêt et d'où la nécessité aujourd'hui d'une éducation aux médias. Non, je suis bien d'accord avec ce que vous dites. Alors, ce qu'on pourrait dire d'un peu plus positif par rapport à ce contexte, c'est que précisément à cause de ce foisonnement d'opinions et parfois de désinformation, il y a de nouveaux médias. Je crois qu'en France, je ne sais pas dans votre région, mais il y a pas mal de nouveaux médias locaux, éventuellement d'investigation qui émergent précisément parce que le lecteur qui a envie de retrouver du vrai journalisme, aujourd'hui prend le dessus sur cette dictature des réseaux pour retrouver une vraie information. En France, enfin c'est ce que j'entends depuis Bucarest, c'est ce que je lis, je vois de nouvelles initiatives et Agora francophone fait partie de cette tendance vers un journalisme classique, en fait. tranquille. Enfin, sans chercher le titre ravageur, sans chercher. Mhm. Mais en même temps, Laurent, moi, sur, alors je vais pas dire sur tous ces médias qui naissent, parce j'essaye de pas globaliser comme ça. Ah,
ça fait partie du métier d'essayer de pas globaliser tout le temps. Mais il faut aussi se méfier que certains, beaucoup, ça dépend quel regard on a, sont des journaux clairement d'opinion, clairement militants. Et que là, C'est la vrai. frontière, Mhm. Mhm. la frontière avec la désinformation peut aussi ne pas être Mhm. très large, hein. Enfin, Mais c'est je faisais plutôt référence à, oui, ouais, vous le saurez davantage en étant là où vous êtes. Je faisais davantage référence à ces, voilà, des jeunes médias plutôt d'investigation qui ont vraiment envie de faire du oui, journalisme oui. comme il faut, on va dire. Mm. Non, non, mais tout à fait. Mais ceux dont je parle là, peuvent aussi faire le travail comme il faut, mais avec un angle politique, un angle Un peu trop économique, subjectif à votre goût. et qui est très affirmé, qui est très affirmé. Mm. Alors, moi, la subjectivité, alors là, grand sujet sur dans la presse, hein, la subjectivité, l'objectivité. Bon, moi, je vais rien inventer. Là, l'objectivité, ça me paraît quelque chose d'un peu lunaire, surréaliste. Qu'est-ce que c'est que l'objectivité? J'ai beaucoup de mal. Par contre, la subjectivité, si elle est poussée un peu fort, ça va pas non plus. Bon, moi, à tout ça, j'essaye toujours d'opposer une certaine d'honnêteté intellectuelle. C'est déjà pas mal d'essayer de ne pas sciemment embarquer le lecteur ou l'auditeur dans une mauvaise, Essayer de se rapprocher de la vérité autant que possible. oui, puis d'un fait, dans ce que l'on constate souvent dans les discussions avec des gens, oui, plus jeunes, enfin, je ne veux pas stigmatiser la jeunesse, c'est pas le but, Mm. mais c'est que finalement, un fait, un commentaire, une critique de film ou l'opinion d'un éditorialiste, tout ça, c'est un grand tout. Et normalement, non, ça n'est pas un grand tout. Les chaînes d'infos en continu, notamment à la télévision, ont quand même une capacité à mélanger beaucoup de choses en même temps et à donner l'antenne à des éditorialistes récurrents qui, tous les soirs ou tous les midis, donnent l'impression d'avoir un avis sur tous les sujets de la planète, sur tous les angles, sur tous les... Et ça, je pense qu'il est impératif de temps en temps de remettre les pendules à l'heure parce que non, quelle que soit la culture générale d'un éditorialiste, je suis désolé, il ne peut pas parler en même temps de l'environnement, de la guerre en Ukraine, du Covid et de la PMA pour les couples. Enfin, à un moment, forcément, il manque de base, même s'il a bien révisé son cours 2 heures avant. Je trouve qu'on donne, et là, c'est le mea culpa. Alors, je ne dirais pas de la profession, parce que je ne vais quand même pas parler au nom de la profession, mais je pense qu'on a un mea culpa aussi à faire. De temps en temps, on tend la joue pour se faire battre, hein, quand on donne l'impression de tout savoir. Enfin, quand Ouais. certains donnent Il faudrait l'impression de tout revenir savoir. aussi à une certaine, ouais, une certaine humilité. Ouais. Mm. Oui, prenons un peu de recul. Il y a des vrais spécialistes sur certains sujets qui le méritent en plus. Tout à fait. Alors, Arnaud Galli, je vous propose de s'éloigner pour terminer cet entretien du journalisme et de parler plus précisément de la maison du Goupillou. C'est votre lieu de résidence, mais ce n'est pas seulement votre lieu de résidence, c'est un lieu de résidence aussi pour notamment les écrivains. Tout à fait. Alors, merci Laurent de dévier comme ça et de me donner la possibilité de parler d'une initiative qui m'est très chère, parce que quand on s'implique comme ça en dehors de son métier dans quelque chose d'aussi prenant, c'est vraiment parce qu'on a ça vissé au tripes, pour le dire comme ça. Bah, oui, moi, depuis le temps que je circule dans ce milieu de la francophonie et que je vais à des festivals, que je rencontre des artistes en tout genre, j'ai eu envie, avec ma compagne, avec une association donc, qui s'appelle la Maison du Goupillou, le Goupillou étant le nom du hameau dans lequel j'habite, et qui veut dire un petit renard. C'est le goupil, le petit goupil en occitan.
j'ai eu envie de proposer à des auteurs, à des écrivains, à des gens qui écrivent au sens large, de venir s'isoler chez nous un mois, 2 mois, 15 jours s'ils le veulent. Et parce qu'on a l'impression que l'on vit dans un endroit un peu privilégié, très préservé, silencieux, entouré d'arbres. Nous habitons au fin fond des forêts, ce qui parfois cause quelques petits problèmes d'Internet, mais ça, c'est un autre problème. Et donc, nous avons créé, il y a 2 ans maintenant, une résidence d'écriture, et on s'est mis en relation avec des festivals, avec des grandes organisations, les SACD, tous ces gens qui essayent de promouvoir l'écriture. Et depuis, donc là, en ce moment, nous avons quelqu'un qui s'appelle Elisa Chua du Sapin, qui est assez méconnue en France, mais qui est publié dans une trentaine de langues actuellement, qui est suisse, enfin qui est franco-suisso-coréenne, et qui est en Asie et aux États-Unis et dans le monde anglophone et reconnue dans les 10 meilleures ventes depuis des années, bon, et qui chez nous a du mal à faire son petit trou en France. Quel est son genre de littérature? C'est quelqu'un du fait de de son multilinguisme, Oui, puisqu'elle parle culture. coréen, elle Mhm. parle plein de langues, et du fait de cette comment dire, générosité culturelle qu'il y a en elle, écrit ce sont des romans, mais ce sont des romans d'atmosphère où la langue a très fort, enfin, un très fort impact quand elle écrit sur la Corée, sur le Japon. Il y a toujours un rapport très, très personnel à son histoire. Mais par contre, ça n'est pas de l'autofiction. C'est toujours, elle est beaucoup plus dans quelque chose qui se projette vers les autres cultures en créant des histoires qui ne sont pas des histoires haletantes. Elle est lente, mais elle nous fait entrer dans des Des univers, atmosphères. des atmosphères qui sont incroyables, qui sont donc asiatiques pour la plupart. Et là, elle est venue écrire un livre qui va parler de la Dordogne. Donc là, il y a un changement radical. Alors, je n'en dirai pas plus parce que son éditeur et elle ne seraient pas du tout contents. Elle avait Mais cette idée-là avant de venir chez vous, ou c'est en arrivant chez vous qu'elle a eu cette idée de parler de la Dordogne? non, elle avait cette idée-là avant. Et quand on lui a proposé de venir chez nous, ça a été un coup de cœur total, quoi. C'était parce que c'est par amis interposés qu'on a eu contact avec elle. Et c'était un merveilleux hasard et qui, j'espère, va produire ses effets. Donc voilà, nous, on a eu une journaliste moldave qui est venue écrire une biographie très personnelle sur le. Alors, pareil, je ne le dirai pas puisqu'il n'est pas encore publié, donc je vais pas tout dévoiler. On a eu une écrivaine de théâtre qui venait de Guyane, et puis l'été dernier, un auteur camerounais. Et ça, moi, pour mon côté amoureux des langues, des pays, des cultures étrangères, c'est un complément incroyablement riche avec Agora. Enfin, c'est un complément qui est vraiment. Au début, là, je vous parle de manière Je suppose très. que vous parlez sur Agora de ces résidences. Alors, ben, c'est justement ce que j'allais dire. Au début, donc il y a 2 ans, on a essayé de séparer les choses, puisque la résidence était un projet perso. Agora, c'est une grosse machine avec plein de gens, donc je ne voulais pas donner l'impression de tout mélanger. Et puis, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les choses se mélangent de fait. Et oui, bien sûr, Agora va relayer certaines choses qui se passent à la maison. Bien sûr, ouais. Mhm. Quand on a un écrivain camerounais pendant 2 mois à la maison,
qui a une histoire absolument incroyable, auteur qui s'appelle Kwam Tawa, qui écrit des livres pour enfants, qui est publié chez Gallimard, qui est en Afrique quelqu'un qui a une vraie position. On ne peut pas avoir cette personne-là pendant 2 mois dans la pièce à côté de la sienne et pas le retrouver dans l'Agora, c'est pas possible, ça n'est pas possible. Donc voilà, et c'est vrai que c'est une initiative qui nous tient à cœur vraiment et qui a l'air de se développer de manière non pas naturelle, parce qu'il faut toujours travailler, mais je crois que ce qu'on a mis dedans est bien compris. Et ça, c'est bien d'être bien compris de temps en temps. Tout à fait. Pas mal. Mais on va inviter les auditeurs du micro du soir à visiter votre site, Agora francophone. Arnaud Gali, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce soir et bravo pour votre plateforme et ces initiatives culturelles très, très, très riches, très plurielles. Merci à vous et merci à vos auditeurs pour l'écoute. Merci, chers auditeurs. Je vous dis à la semaine prochaine. Cette émission, cet entretien avec Arnaud Gali, vous allez pouvoir le retrouver sur la page Facebook de RFI Roumanie dès demain et également sur le site rfi.ro. Je vous dis à la semaine prochaine. Week-end Placote.